Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts. 120% du PIB, c'est désormais le niveau de dette publique en France. C'est près de 20 points de plus en un an, notamment en raison du financement des mesures d'urgence face à la pandémie de Covid-19. Bonjour Thomas Gébine. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI et vous avez travaillé sur cette question de la dette, qui fait d'ailleurs l'objet de votre dernière chronique dans le magazine Alter Économique. Alors première question, est-ce grave cette envolée que l'on retrouve en France, mais aussi dans les autres pays européens, ne porte-t-elle pas le risque d'une crise de la dette en raison de craintes sur sa soutenabilité, un peu à l'image de celle vécue par la Grèce il y a déjà une dizaine d'années ? Non, je pense pas. Je pense que la question de la soutenabilité, c'est pas quelque chose, un problème qui se pose à court terme. Tout d'abord parce que les taux d'intérêt aujourd'hui sur la dette sont très faibles et ils sont même négatifs, y compris dans des pays du Sud comme l'Italie et le Portugal. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui compte pour juger de la soutenabilité d'une dette publique, c'est moins son niveau en pourcentage du PIB que l'écart qui existe entre le taux de croissance de l'économie et le taux d'intérêt. Donc, si le taux de croissance est supérieur au taux d'intérêt, la dette sera soutenable. Et c'est pour ça que, par exemple, dans des pays comme le Japon, où vous avez une dette publique qui est très élevée, de plus de 250% du PIB, vous pouvez quand même avoir que cette dette est soutenable parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Autre exemple qui me semble intéressant dans ce même contexte, c'est le cas de la France. En France, depuis 2007, ce qu'on voit, c'est que la dette publique n'a cessé d'augmenter, plus 33 points de PIB, donc c'est ce qui est très conséquent. Pourtant, dans le même temps, les charges d'intérêt sur la dette n'ont cessé de baisser. Est-ce qu'il faut en conclure que ce qu'il faut craindre, c'est une remontée des taux ? Et si oui, est-ce que celle-ci est envisageable dans un avenir proche ? Ça semble pas tellement être le cas, hein. Non, je pense qu'une telle envolée, en tout cas dans un environnement, dans un avenir proche, pardon, est peu probable. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis une trentaine d'années, il y a un mouvement, une baisse tendancielle des taux d'intérêt, ce que les économistes appellent la stagnation séculaire. Alors, cette stagnation séculaire, elle vient du fait qu'il y a une abondance d'épargne au niveau mondial. Et donc, quand vous avez beaucoup d'épargne, ça fait que les taux d'intérêt baissent, le coût de l'argent baisse. Et donc, vous avez c'est une abondance d'épargne par rapport aux opportunités d'investissement dans l'économie. Mais c'est une Alors, question d'offre et de demande finalement. voilà, exactement. Et donc, Mhm. comment on explique cette abondance d'épargne? Un des facteurs principaux qui permet de l'expliquer, c'est la montée des inégalités qu'on observe également depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une montée des inégalités? La richesse devient concentrée dans les mains de ménages qui vont consommer qu'une faible part de leurs revenus et donc qui vont épargner. Et donc voilà, vous avez ce phénomène de baisse des taux d'intérêt qui s'explique par une augmentation forte de l'épargne, une abondance d'épargne. Et donc ça fait une pression qui risque d'être durable sur les taux d'intérêt. Du reste, c'est une position que même la BCE partage. Par exemple, son chef économiste, Philippe Lane, a répété à plusieurs reprises qu'on était durablement dans un environnement de taux bas. Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts. Est-ce qu'il faut en conclure que nous sommes dans une situation finalement nettement moins risquée aujourd'hui, malgré l'envolée des niveaux de dette, qu'avant l'éclatement de la crise des dettes souveraines en 2009 ? Oui, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un mouvement de panique, de défiance qui provoquerait une crise des dettes souveraines comme en 2009-2012. Mais je pense que le risque, néanmoins, est beaucoup plus faible parce qu'en fait, il y a eu un changement de doctrine et surtout de pratique des banques centrales qui cherchent désormais à contrôler plus ou moins directement et plus ou moins officieusement, on va dire, les taux d'intérêt à long terme. Alors quel est le principe de ce contrôle des taux longs ? Comment font les banques centrales concrètement ? Alors, concrètement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont acheter des obligations. Si vous voulez baisser les taux longs, vous allez acheter, la Banque centrale va acheter des obligations, par exemple, à 10 ans. Et donc, quel est le mécanisme? C'est que lorsque vous achetez des obligations à 10 ans, la demande
pour ces obligations augmente parce que l'État, enfin la Banque centrale en achète plus. Donc le prix de ces obligations va augmenter et le taux d'intérêt va baisser parce qu'il y a une relation inverse entre le prix de ces obligations et le taux d'intérêt. Donc ça, c'est comme ça que les banques centrales contrôlent via ces achats d'actifs, via ces achats d'obligations, les taux longs. Et en fait, c'est une politique qui a été menée, par exemple, par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et au sortir de la guerre pour financer en partie les dépenses militaires, pour réduire le coût de financement des dépenses militaires. Ça a été également une politique qui a été utilisée par le Royaume-Uni toujours après la Seconde Guerre mondiale, par Kennedy dans les années 60. Et plus récemment, c'est le Japon qui est un peu devenu le symbole de cette politique de contrôle des taux longs, parce qu'à partir de 2016, en fait, elle a commencé à adopter un objectif officiel de contrôle des taux longs. C'est-à-dire que la Banque centrale du Japon s'est engagée à acheter le montant d'obligations souveraines japonaises nécessaires pour atteindre un niveau de taux d'intérêt proche de zéro. En gros, elle va acheter toutes les obligations nécessaires japonaises pour que les taux soient à zéro. Et qu'en est-il de l'Europe? Est-ce qu'il existe aussi en Europe une forme de contrôle des taux longs? Alors, la BCE n'a pas un objectif officiel de contrôle des taux longs. Et du reste, c'est ce qu'avait déclaré Christine Lagarde en mars dernier, c'est-à-dire il y a presque un an, où elle avait dit que la Banque centrale n'est pas là pour contrôler les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux. En pratique, on voit que la réalité est un peu différente, puisque au moins depuis la déclaration très célèbre de Mario Draghi en 2012, où il avait déclaré que l'Europe, la Banque centrale ferait tout pour éviter une crise de la zone euro, le whatever Whatever it it takes. takes. Mm. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a implicitement un contrôle des taux longs. Et donc, on peut même parler de financement monétaire implicite par la Banque centrale. Donc, il y a beaucoup de débats aujourd'hui en France sur le financement monétaire, donc ce qui est interdit par les traités, par l'article 123 du traité de Lisbonne qui interdit un financement monétaire direct des États, c'est-à-dire le fait que la Banque centrale pourrait racheter directement la dette publique. Mais en fait, ce qui se passe, et on voit que la frontière est mince avec les pratiques de la BCE, c'est que la BCE va racheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire va racheter de Sur la le dette. marché des titres déjà émis. Exactement. Et donc, ce qui permet en fait de maintenir des conditions de financement favorables, en gros. Et c'est ce qu'on a très bien observé pendant la dernière année, où en fait la Banque centrale s'est mise à acheter, la BCE s'est mise à acheter beaucoup de titres italiens, de titres espagnols, ce qui a permis de baisser les taux italiens et espagnols. Donc, ce qui est une façon d'aider au financement de la dette publique italienne et espagnole, parce que ça permet de baisser les coûts d'emprunt. Et donc, ça permet de financer des plans d'aide et des plans de relance. Une telle politique peut-elle durer en Europe? Alors, officiellement, ce que déclare la BCE, c'est que ces achats d'actifs, ces achats d'obligations, pourront être conduits tant que l'inflation sera inférieure à l'objectif de la BCE, qui est une inflation inférieure à 2% par an à moyen terme. On n'y est pas tout à fait, notamment quand on regarde les prévisions de la BCE, on voit que la BCE ne s'attend pas à un tel retour de l'inflation dans les 2 ans qui viennent. Et de nouveau, si on regarde l'expérience japonaise qui mène une politique agressive de contrôle des taux longs depuis 2016, on voit qu'il n'y a pas eu non plus dans ce pays de poussée inflationniste. Donc, économiquement, il n'y a pas de raison pour que cette politique ne puisse pas durer plusieurs années en Europe. Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts. Est-ce qu'il faut en conséquence anticiper une situation de statu quo assez long face à ce mur de la dette? Est-ce un scénario plus plausible qu'un tournant de la rigueur qui passerait par des coupes dans les dépenses publiques ou des hausses d'impôts pour financer les mesures liées à la crise? Oui, je pense qu'en effet, c'est assez plausible qu'on va vers un statu quo assez durable. En tout cas, d'un point de vue économique, c'est un scénario assez crédible. Le problème, c'est ce qui pourrait se passer sur le plan politique.
Parce qu'en fait, ce que les pratiques de la BCE, ce contrôle implicite des taux longs qu'elle réalise depuis 2012, repose sur un accord politique tacite. Il n'y a jamais eu de changement de traité, de changement de règles qui ont officialisé ça. Et le propre d'un compromis politique tacite, c'est que lorsque les acteurs changent, ce compromis peut être remis en cause. Donc, Angela Merkel pourrait, on ne sait pas ce que va décider le successeur d'Angela Merkel dans les mois qui viennent. On ne sait pas non plus qu'est-ce que vont donner les élections en 2022 dans plusieurs pays où il y aura des échéances électorales. Et donc, Dont la France, bien sûr. dont la France, bien sûr. Et donc, on ne sait pas dans quelle mesure ce compromis politique un peu fragile pourrait être remis en cause. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un peu deux objectifs. D'une part, il faut essayer de consolider cette politique de contrôle des taux longs pour éviter qu'une panique ne conduise à un retour d'une crise des dettes souveraines. Donc, une des solutions pourrait être que la BCE officialise ce contrôle des taux longs, un peu comme l'a fait la Banque du Japon, comme l'a fait le Japon. Donc, ça permettrait de contrecarrer ce risque et probablement ce serait une solution qui serait acceptable pour les Allemands. L'autre priorité, qui me semble encore plus importante, c'est de négocier une suspension durable des règles budgétaires européennes. Donc, ces règles budgétaires avaient été suspendues l'année dernière, en mars dernier, et il faut à tout prix négocier une suspension durable. Parce que le gros risque aujourd'hui, c'est que si ces règles étaient remises en route, ça conduirait à faire pression sur les États et donc ça conduirait de nouveau à une surenchère austéritaire avec le risque de reproduire la catastrophe de 2011-2015. À la fois en termes sociaux et également en termes de croissance, puisque ça avait laminé la croissance grecque, hein, c'est bien ça, hein. Exactement. Et plus généralement, la croissance de la zone euro qui avait été très fortement affectée par les politiques d'austérité qui avaient été menées notamment entre 2011 et 2013. Et quand on compare par exemple avec la trajectoire de croissance aux États-Unis, on voit que la zone euro n'a jamais rattrapé la croissance américaine à cause en partie de ces politiques d'austérité qui ont eu des effets à très long terme sur l'emploi et sur la croissance. Eh bien, merci beaucoup Thomas Gébin pour ces explications. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, alors je renvoie à deux articles. Tout d'abord, votre dernière chronique dans Alternative économique qui traite justement de cette question de la dette, et également un article un peu plus ancien publié sur le site The Conversation qui envisage justement, qui détaille cette solution à la japonaise face au mur de la dette. En attendant, merci beaucoup Thomas pour ces explications encore une fois. Merci. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.